Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène en Amazonie. Terre de tous les dangers, là où tous les sens doivent être en éveil. Et une dégâts! Mais il est pas si gros, Satan! Alors, petit retour en arrière, parce que voilà, on vous a fait une belle intro, on vous a fait un petit peu rire, des petites blagounettes, n'est-ce pas? Ouais. Mais voilà comment ça a réellement commencé, cette aventure. On est en train de se préparer branle-bas de combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas atteindre le point de rendez-vous. Et pourquoi? Pour ça. Voilà. On a en fait la route de laquelle on vient. Il n'y a pas de pont. Et puis il y a de nouveau la route. Et la barque qui est là-bas, juste là-bas au bout de mon doigt, eh bien, c'est une barque qui fonctionne que du lundi au vendredi. Et on est samedi, évidemment. Alors on a un pont qui est juste là, mais le pont là est limité à une hauteur d'à peine un 4x4. Donc autant vous dire que notre bon vieux Edgar qu'on a dû stationner ici ne passe pas. Ça commence bien. Résultat, on n'est pas au point de rendez-vous, donc là on doit faire les affaires vite fait, comme tu as pu le voir. Et puis après, on part. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous déposer en voiture jusqu'au point de rendez-vous. Là où et le point de rendez-vous est un hôtel, donc au moins on pourra dormir sur place. Et puis on pourra partir enfin pour l'Amazonie. C'est sportif comme départ. Fort heureusement, ces péripéties n'ont pas eu de conséquences pour pouvoir réaliser ce bénévolat en Amazonie équatorienne qui nous tenait tant à cœur. On y a fait la rencontre d'Ophélie et Émeric, deux biologistes français qui montent un projet titanesque à la seule force de leurs bras et celle de leurs volontaires. Mais avant ça, j'ai bien dit Amazonie équatorienne, alors que nous étions dans le sud du Pérou lors de la vidéo précédente. Pourquoi? On vous explique. Voilà. Pourquoi? Déjà parce que on n'a pas fait de vidéo depuis le sud du Pérou. Tu l'auras remarqué puisque la dernière vidéo était dans le sud du Pérou avec Lara. Tout simplement déjà pour répondre à la logique qu'on avait dit il y a quelques vidéos de on vous fait un peu moins voyager avec nous, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on vous montre plus rien. Il y a aussi cette idée-là, c'est de filmer quand il y a quelque chose d'intéressant qui nous intéresse et qui nous fait vibrer. Ouais, c'est surtout, voilà, le Pérou a été très déceptif pour nous. Surtout, enfin voilà, la partie avec Lara, c'était vraiment super. Par contre après, déjà là il y avait quelques trucs qui nous gênaient, mais de toute façon même après en fait le Pérou, on n'a pas aimé. Non. Après ça n'engage que nous évidemment, bien sûr, c'est notre avis. Mais du coup, notre avis c'était que le Pérou mine de rien est devenu très cher. Le Pérou est très sale, mais alors quand on vous dit très sale, c'est... Des routes toutes droites, des kilomètres et 2 montagnes de déchets de part et d'autre du chemin, c'est une horreur. Les paysages sont incroyables, ça franchement on doit se le dire, ça, ils font partie des plus beaux paysages qu'on a vus. Par contre, ça fait pas tout, parce qu'en fait nous ce qu'on aime aussi c'est la relation avec les gens. Et là en fait la relation avec les gens au Pérou c'est pas d'humain à humain. T'es le gars qui a du fric, donc en fait t'es le gars qui va payer. C'est vraiment, tu es un client, avant toute chose, quel que soit le truc, tu es un client. Et du coup en fait tu te fais, surtout dans les villes, harceler tout le temps pour acheter tout et n'importe quoi, mais genre c'est impossible de marcher 1 mètre en rue sans avoir des vendeurs et du coup c'est très oppressant. Il y a ça et alors il y a aussi, on mange mal au Pérou. Alors je pense que dans les restos non, mais par contre les comedors, la cuisine de rue etc, honnêtement c'est fade, c'est sec à notre goût. Nous c'est parce que on aime bien se mettre au rythme de la population et vivre comme avec la population, donc on va en fait dans vraiment les petits comedors, les trucs où c'est le local qui va. Et en fait dans ces trucs là, ils mangent tout le temps la même chose et c'est assez sec, c'est pas très... c'est fade, c'est pas varié, c'est sec, bref, on a mal mangé. On peut se rendre compte à quel point la nourriture, du coup, est importante dans un voyage et dans la culture et dans la découverte d'un pays, parce que quand pendant 1 mois et demi, parce que c'est très long le Pérou à traverser, tu ne fais que manger de la bouffe qui te fait pas envie, c'est compliqué. Moi j'ai dépéri. Exactement. Non, mais alors, la culture inca, c'est vraiment très très beau. Mais de nouveau, en fait, c'est tellement exploité touristique
que c'est trop en fait. La relation avec les gens, la relation avec la ville, c'est que ça quoi. C'est que viens payer pour voir ça, viens payer pour voir ça, viens payer pour voir ça. Les visites qu'on a le plus appréciées d'une certaine manière au Pérou, ce sont celles où il y avait le moins de monde. T'as pas la sensation d'avoir des autocars qui arrivent en permanence avec plein de touristes. T'arrives dans un lieu qui est pas du tout recherché par les gens, qui est pas du tout exploité par les tours de touristes. Et bah du coup là effectivement tu peux avoir un peu plus de chance de tomber sur quelque chose d'intéressant où tu vas vraiment être en lien avec je pense à Chavin de Huantar. Bah là on était tout seul. Voilà, là on était tout seul et cool. c'était vraiment cool et tu te laisses imprégner par cette culture et c'est vraiment très très chouette. Donc pour ça le Pérou est vraiment bien. Mais de l'autre côté, ouais, le problème c'est vraiment principalement, et on va pas se mentir, la relation avec les gens. Ouais. Mais bref, du coup on est passé en Équateur et l'Équateur c'est trop bien. Voilà. Mais du coup, on y va. Bah, on peut y retourner. Allez, c'est parti. Comment ça va mon amour? Bah, écoute, on vient d'arriver, donc pour le moment ça va. Non mais déjà, il y a un truc, c'est noix de coco. Bah oui. Cueillie dans le jardin. Banane cueillie dans le jardin. Donc on est sur un autre environnement qu'on n'a pas ailleurs. Il y a Bon, aussi... alors vous voyez la petite tête tendue de Guillaume, Oui. c'est parce qu'elle lui a dit tu vois le petit poteau près de la toilette? Juste là-bas. Bah, il y a une migale dedans. Une migale dedans. Une belle. Comment? Et j'exagère pas. Pour un coup, tu sais, on me dit toujours à Marseille, là j'exagère pas. C'est ce qu'elle a montré, elle a dit oui, à peu près comme ça. Donc, mais elle sort pas la voilà. journée, elle sort la nuit. Sort la nuit, c'est une femelle. Et apparemment après elle a dit oui, les mâles pendant ils ont envie de se reproduire et tout. Donc résultat les migales sont un peu tendues, sont un peu agressives. Donc déjà là moi j'étais... Et ici dans la cabane où on est, bah, en 3 jours on en a eu 2. Ça va aller. Est-ce que je vais tenir 5 jours? Ça c'est la question. Oui. Dans 5 jours, je vais avoir des cernes jusque là parce que j'aurais juste pas dormi 1 minute en 5 jours. Alors dites-moi au fait, quelle est la mission là maintenant? Boîte au fil et faire la porte de la bergerie. Ouais. T'es bon. Ah, merci. Et donc son boulot, c'est d'aller là-bas tout au bout pour débroussailler le champ qu'il y a là. Comme ça en fait ça sera le futur campement pour les volontaires. Nous pour l'instant on est en temps. Et là il y a leur campement à eux. Et là, moi avec Ophé, on va faire la porte de la bergerie. Ce qui ramène des moutons dans 3 jours. T'es déjà là? Alors oui, mais c'est pas ma faute. Je tiens quand même à préciser, c'est pas ma faute. Le rotofil il fonctionne pas. Fonctionne mal. On l'a réparé hier, mais c'est pas assez bien réparé. Ah, j'ai fait 3 mètres, j'ai abattu un cocotier, puis après il s'est arrêté. J'ai pas Ah ouais, bah voilà, hein, aussi. Allez, petit monton, sort. Ça fait... Mais voilà. Et sinon, en Amazonie, il y a aussi un truc sympa, c'est que dès que tu fais la moindre activité physique, tu transpires. Et pas qu'un peu. Je sais pas si ça se voit de loin à la caméra. Je sais pas, parce que... Ton bras peut-être? Ah ouais, dans le dos, à mon avis, ça se voit. Merci l'Amazonie. Je lui dis bonjour. Bonjour. On est jour 2. Jour 3. Jour 3. Et je suis fatigué. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Faut dire que c'est quand même malgré tout, pour un arachnophobe, assez stressant d'être en pleine jungle. On parle dans la journée et tout, on parle même de l'araignée banane, enfin, de toutes les petites sortes d'araignées qu'il y a ici, enfin, petites. Et autres, hein, serpents, voilà, etc. serpents et tout ça. Puis à un moment donné, elle fait, ah oui, l'araignée banane, celle-là par contre, elle est dangereuse. Enfin, la morsure est quand même compliquée et tout. Hein. Ok, bon. Puis au soir, on rentre à la tente. Et donc c'est une tente avec un carré central et ta cellule. Voilà, donc là on est dans la cellule, le carré central est juste là à droite, juste là. Et en fait on rentre dans le carré central, mais elle rentre d'abord et elle dit écoute je vais vérifier. Puis s'il n'y a rien, je te dis tu peux rentrer. Il fait noir hein, bien sûr, vérifier la lampe de poche. Vérifier la lampe torche. Elle me dit tu peux rentrer. Je rentre. Je me retourne pour fermer le truc. Et là elle me fait ah non en fait ressort.
Et en fait, il y avait une araignée banane. Voilà, bon, il ne l'a pas vu. Je lui ai dit ressortir. Il me dit comment? Je dis ressors, on va ressortir. Voilà, On est sauf que- ressorti dans le calme, on allait chercher Ophélie qui est venue la tuer, etc. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, mon cerveau, il s'est dit, bon bah en fait, la zone sécure de la tente, elle n'est pas sécure. Et donc, la première nuit, ben, je l'ai passé finalement à avoir Des crises d'angoisse. des crises d'angoisse et des insomnies pendant. T'as fait 2 heures de crise d'angoisse et après, Voilà. toutes les 10 minutes, en fait, il Je sursautais sursautait parce que je bougeais. Parce qu'elle bougeait, parce qu'il y avait un poil sur ma jambe qui s'hérissait, donc je sentais un truc. Enfin voilà, bref, mon cerveau était tellement en alerte que j'arrivais pas à dormir. À tel point que hier, en fait, j'hésitais. On a hésité à écourter l'expérience, en fait. Durant la nuit, il m'a dit moi je vais rentrer, c'est pas possible. Tout ça, c'était sur le moment avec la panique et tout. Mais après, le lendemain, donc la journée d'hier, en fait, on s'est remis à travailler, on s'est mis à faire notre volontariat et tout. Et ce qui se passe ici est quand même vachement chouette. Et donc, de faire la journée, ça m'a dit, en fait, j'ai quand même envie d'être là, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de partir. Tout ça pour dire que, pour un arachnophobe qui se retrouve en pleine jungle, c'est pas toujours évident. Avec toutes les avancées que j'avais eues sur mes autres phobies, je m'étais dit, bon, ça va aller. Puis là, en fait, non, là, les araignées, visiblement, ça passe pas encore. Il l'a même pas vu, l'araignée, en plus. Hein. Non, j'ai juste su qu'elle était derrière moi, donc c'était suffisant. Donc, bref, voilà. On va aller entamer cette 3e journée sous le cagnard. Regarde, il est en train de manger. La musique en même temps. Alors, la joie se voit, mais la fatigue aussi. Hein. Et la transpire aussi, non? On est en train de déraciner des pieds de bananier. Parce que ça pousse comme de la mauvaise herbe ici. Il fait chaud. Ça fait 15 minutes là que j'ai fait une pause. Parce que j'en pouvais plus. Et voilà ma tête. Guillaume vient de me rejoindre. Voilà la sienne. Sa chemise. Moi, je fais les allers-retours en brouette. Et elle déracine à la pioche. Et alors, on a 2 volontaires en plus qui sont venus, Chat et Tim. Et eux, même chose, ils piochent et ils m'achètent, quoi. Et à 4, on n'avance pas vite. En tout, là, ça fait 2 heures, un bon 2 heures qu'on bosse. Et on a fait à peu près 4 bananiers. 4 bananiers. Et il y en a 60, 70 peut-être. Voilà. Bon, on aura fait avancer la cause. La mission du jour, pourquoi? Parce que le projet d'Emeric ici, c'est que tous les bananiers qu'on voit là, les grands là qui sont encore debout, mais tous ceux qui sont ici aussi, là, dans la pente, il veut dégager ça pour créer un espace de cours d'agriculture pour les chouars, pour leur donner un peu nos techniques de notre côté occidental, mais en même temps pour pouvoir faire aussi les aider en fait à avoir plus de productivité, parce que le problème ici dans les communautés chouars qui sont ici aux alentours, c'est qu'avant c'était des communautés qui étaient semi-sédentaires, donc elles restaient pendant un certain temps à une place et puis après elles bougeaient ailleurs, mais depuis ici quelques années, ils sont sédentaires. Et en fait, en se sédentarisant, les communautés se sont agrandies et ils ont commencé à vider un peu la biodiversité parce qu'ils chassent beaucoup, etc. Ils ont commencé à vider un peu la biodiversité autour d'eux et donc ils ont du mal à suivre au niveau de leurs besoins. C'est pour ça qu'Emeric, il aimerait bien les aider à développer leur productivité pour pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent à mieux à subvenir à leurs besoins. Et en attendant, il faut d'abord couper tout ça et vider. Allez, on est reparti. Fini la pause. Et voilà, venez faire du volontariat en Amazonie. Je vais vous amuser. Vous allez vous amuser. Vous allez transpirer aussi, mais vous allez vous amuser. Mais quelle dégaine! Ah oui. Incroyable! Encore, t'as pas vu quand c'est baissé, regarde. Attends. Hop, voilà. Voilà. Je suis protégé. Ah ouais. Parce que Guillaume se fait bouffer. Et aujourd'hui, on va où? On va, là, on va se balader dans la jungle. Ouais. On est quand même là pour ça. On va même dans une forêt primaire.
Ouais, ça c'est si l'eau, le niveau du Oui, si le niveau de l'eau est assez haut. Ouais. On verra. On va peut-être voir plein de petits trucs. Hein. Ouais. 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 C'est ça que tu prends, tu tires. Et là, tu peux manger le bout, c'est hyper sucré. Ah ouais? La pierre va avoir une empreinte beaucoup plus grosse. Donc déjà, on peut l'éliminer de référence. Ce qui va être possible dans ce cas de figure, ça va être un agouti ou un guatoussa. Et je pense que ça, c'est plus un guatoussa. Les agoutis font des traces un peu plus petites. Et elle est où là? Là, ici. 1, 2, 3. Ça, c'est une empreinte. Mais c'est une vieille empreinte. Elle a jusqu'à 10 ans. Et comment tu sais le nombre de jours qu'elle a? À l'état où c'est. On va en voir certainement d'autres, des empreintes qui vont être plus fraîches. Et je pourrais te montrer vraiment la différence de netteté avec les pluies ou quoi. Je sais à peu près le climat qu'il y a eu. D'accord. C'est une empreinte. Aussi, ouais. Alors ça peut dépendre du poids de l'animal ou quoi. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ouais. C'est pour moi une empreinte qui a au moins 2 jours. Ok. C'est communément ce qu'on appelle un mille-pattes? C'est communément ce qu'on appelle un mille-pattes. Un type de fourmi. L'autre type de fourmi. Oui, pour comparaison. Oui, celles-là, elles sont faites. Hein. C'est ainsi, de plante en plante, animal après animal, qu'Aymeric et Ophélie nous ont appris des centaines de choses. Cette balade aura été très intéressante pour comprendre le fragile équilibre de la nature qui nous entoure. Et au-delà de ça, on a adoré en apprendre plus sur leurs projets. Mais le mieux placé pour en parler, c'est encore Aymeric. Donc voilà, moi je travaille là depuis 1 an et demi dans la protection de la forêt amazonienne dans un centre qui s'appelle Culturo. On va reprendre. Donc depuis 1 an et demi, Là, c'est bien, on a déjà le bêtisier, ça marche bien. Ouais, mais ça tu vas en avoir plein. Je me présente, je m'appelle Aymeric, je suis un biologiste et je travaille donc dans la protection de la faune et l'éducation sociale en Équateur sur les communautés Shuar. Donc là on se trouve dans une partie de la réserve de la fondation Amaru, près de la frontière au niveau du Pérou, il y a à peu près 3 km de distance dans la partie équatorienne. C'est une forêt qui est qualifiée de primaire, puisqu'on y retrouve des arbres pluricentenaires, une grande densité de biodiversité, de faune, et aucun impact humain. Ça fait partie de la vocation de la Fondation et de la mienne de garder, de conserver ce genre de lieu, pour que plus tard les communautés, les étrangers puissent venir y découvrir la richesse de notre monde. À l'heure actuelle, cette partie, c'est vraiment la partie de conservation, qui sera à futur une partie de libération, de réintroduction pour les animaux qui auront été victimes de trafic, d'accidents, ça peut arriver. Par an, pour vous donner une idée, on récupère 460 animaux avec la fondation Amaru, seulement victimes de trafic illégal. En Équateur. Même sur la région Équateur, c'est que des animaux endémiques. Et là où vous vivez, où vous aurez d'autres séquences vidéo, vous avez donc le centre qui va abriter des personnes, où on va faire de l'échange interculturel, on va plus travailler sur le côté communauté, puisque l'idée c'est de pouvoir donner d'autres alternatives, donc aux chasseurs, aux pêcheurs, aux natifs, pour qu'ils puissent tout à fait vivre en gardant leur culture, mais aussi de conserver des lieux. Voilà. C'est allier la conservation, l'éducation et l'emploi sur un secteur de Morona qui est totalement oublié du gouvernement, des ONG. En 1 an et demi, outre la fondation Amaru qui par mon actif est présent, il y a eu 0 ONG ou membre d'autorité du gouvernement équatorien. Donc c'est vraiment des initiatives locales, personnelles qui font avancer le secteur. Là sur cette zone par exemple, en 1 an et demi, on a pu recenser 3 jaguars, des fourmiliers géants qui se reproduisent, donc on a des vidéos avec des bébés. Il y a une espèce de canidé qui est très très rare, qui s'appelle le chien amazonien fantomatique, tellement c'est assez rare. On a réussi à avoir une vidéo, c'est une zone qui est très riche en tapirs, en oiseaux, en perroquets. On vient d'observer là des photos de... Mégalogaster. Voilà, c'est vraiment une zone super riche. Cette année en Équateur, on a pu découvrir une nouvelle espèce d'anaconda. Ici, la semaine dernière, on a découvert une nouvelle espèce de colibri. En termes d'espèces de singes, on est à 11 espèces différentes identifiées pour l'instant en 1 an et demi de travail. Donc ça nous rend en fait plus biodivers au niveau des primates que Yasuni par exemple, qui est très très connu pour sa biodiversité. Et on termine cette vidéo sur l'Amazonie par un petit plan où on vient de rentrer, ils nous ont déposé, ils sont partis, ils sont tout mignons là-bas. Et quel est l'état de ton appareil photo?
Il est... Là, il y a tous les photographes dans nos contacts qui sont en train Ils sont en d'avoir... train de faire un AVC. Ils sont en train de faire un arrêt cardiaque. Bon, ben... On va le nettoyer tout doucement et tout précautionneusement. Précautionneusement, c'est le mot. Et qu'est-ce qu'on dit à nos abonnés? Venez ici. Non, franchement, c'était dur physiquement, parce que moi la chaleur je supporte pas du tout. Je pense que tu peux témoigner de toutes les piqûres. Oui, il y a plein de petites piqûres dans ton dos. Ouais. Parce qu'en fait j'étais pas apprêtée dans le sens où j'avais rien pour venir, donc j'ai juste trouvé une petite chemise toute légère, mais... Qui n'était pas du tout... voilà, bref. adapté. Bref, ça, ok. Guillaume a surpassé pendant 5 jours son arachnophobie. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis même, ce qu'ils font ici, c'est vachement beau. Ils aident à la protection de la nature, ils aident les communautés locales à se conscientiser à l'écosystème, ils construisent les écoles, ils font vraiment énormément de choses. Et en fait, sur leur fonds, parce qu'en fait ils sont pas subventionnés, et c'est vraiment beau de voir un tel investissement. Et en fait le fait de venir en volontariat, tu payes 10 $ par jour, et en fait c'est de ça je vais pas dire qu'ils vivent, parce qu'en fait ils ont même pas de salaire, c'est juste de ça qu'ils arrivent à continuer à faire vivre le truc, donc faut venir. Voilà, des bisous.